Bonjour à toutes et tous. On va ouvrir, en fait, on a un petit souci. Laurence Valérouet a un imprévu, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, que nous souhaitions donc attendre. Mais voilà, pour ne pas prendre trop de retard, nous allons débuter. Donc, bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous pour cette journée d'échange, journée d'études qui prend place dans le cadre du Festival des Menstrueuses, un festival qui est co-organisé par l'Université de Poitiers et l'Espace Mendès France, avec de nombreux partenaires culturels et tout un tas de personnes, dont des bénévoles qui permettent à ce festival d'exister. Alors, je ne peux pas remercier nommément toutes les personnes, je souhaitais simplement faire un remerciement appuyé à Vaouda Vigné de Courcy, qui est en stage avec nous et qui a abattu un énorme travail. Voilà. Alors, l'Espace Mendès France, c'est ce lieu où se rencontrent les disciplines scientifiques, toutes les disciplines scientifiques, des sciences humaines et sociales aux sciences fondamentales et appliquées, où elles sont mises en résonance, on pourrait dire, pour éclairer les sujets de société. Et c'est également un lieu où science et art se rencontrent, où la création sonore et numérique se développe et se dévoile. Vous le verrez d'ailleurs entre midi et 2 avec un spectacle, une sieste sonore qui vous est proposée par Étendue Pourpre. Alors ce festival, il a été initié par 3 personnes. Ma collègue Héloïse Morel, responsable du lieu multiple. Marion Coville, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Poitiers, à l'IAE, au laboratoire CEREG, qui est spécialiste des relations entre genre et technologie et responsable d'un projet ANR dont elle vous parlera, Menstrutech, flux de sang, flux de données, qui porte globalement sur les applications de suivi des cycles menstruels. Et puis Stéphanie Tabois, qui est maîtresse de conférence en sociologie à l'Université de Poitiers. Elle travaille au laboratoire Gresco et elle est spécialiste des questions liées au corps, au genre, à l'amour. Alors, ce festival n'existerait pas sans de nombreux soutiens. La région, tout d'abord, la délégation départementale de la Vienne aux droits des femmes et à l'égalité, la ville de Poitiers et Grand Poitiers, l'Université de Poitiers qui apporte un soutien financier via la CEVEC et également avec les laboratoires CEREG et Gresco. Et puis, je tiens également à remercier La Belle Aventure avec qui nous vous proposons un stand de livres qui ont consciencieusement été sélectionnés. Alors c'est un festival, je ne vais pas être trop long, c'est un festival qui est vraiment multiforme et qui prend place en plusieurs lieux, qui peut même faire preuve d'ubiquité, puisque mardi soir, ça a débuté avec l'inauguration au Dietrich, présentation d'un film issu du matrimoine en partenariat avec Film et le Travail. Mercredi, nous étions à la fois dans divers lieux de l'université pour faire de la sensibilisation avec de nombreuses associations qui avaient plusieurs stands. Et en même temps, il y avait également des ateliers d'échange et de couture pour réaliser des protections menstruelles à la médiathèque. Sans oublier le soir une conférence aux archives départementales. Aujourd'hui, donc, cette journée d'études, mais également, je vous l'indique, ce soir, un seul en scène. N'hésitez pas à réserver vos places à la Blaiserie, la bataille du J. Et puis, très rapidement, et bien évidemment, le festival continue. Vendredi soir, le concert de Compromat avec un DJ set after proposé gratuit par les menstrueuses. Et puis, samedi, un atelier fanzine qui est complet avec la dessinatrice... merci, Épaule Noire. Et puis dimanche également complet, ça sera la clôture à l'Espace Mendès France avec la sortie de Résidence Rouge, un spectacle. Voilà, et donc après ce bref... Et oui, c'est vrai, excuse-moi. Normalement, Elise Thiebaud, qui est la marraine du festival, je précise, devait également proposer une rencontre dimanche au Bibliocafé, mais malheureusement, elle ne peut pas venir. Voilà. Mais je tiens quand même à la remercier. Et au musée, par ailleurs, il y a également... Je ne voulais pas tout présenter. Voilà, on a énormément de partenaires. Bon, mais comme voilà, il faut quand même... Effectivement, le musée propose également une exposition sur le thème rouge. Voilà, donc après ce bref survol du programme, je ne vais pas être plus long et je vais laisser la parole à la directrice de l'Espace Mendès France, Marianne Hig, qui arrive. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie de vous accueillir effectivement dans l'Espace Mendès France, qui est une association. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, très contente de voir des hommes aussi, quelques hommes, et de voir qu'ils sont minoritaires. Voilà. Moi, je suis directrice de l'Espace Mendès France, mais avant, j'ai gravité au Crous, au département des Deux-Sèvres et à la région, et je ne compte pas le nombre de fois où, dans les centres de décision, j'étais vraiment toute seule.
face à énormément d'hommes. Voilà. Donc, je trouve que c'est important aussi d'incarner et de symboliser à travers ces parcours de femmes le fait qu'on soit dans l'espace public et qu'on soit en situation d'orienter. Voilà. Poitiers est plutôt, je me souviens d'une une de la Nouvelle République il y a quelques années, est plutôt finalement une exception sur le territoire national. Je veux remercier de manière appuyée la région et tout particulièrement Laurence Valois-Roued. Pourquoi ? Parce que vous êtes le deuxième financeur de l'Espace Mendès France. Je pense que c'est important de rappeler comment cette association est financée. Premier financeur, Grand Poitiers, et deuxième, la région. Et finalement, c'est un effet positif de la fusion des régions, en tout cas pour la culture scientifique, technique et industrielle, parce que vraiment, la région accompagne cette politique publique et soutient de surcroît un certain nombre d'événements, comme celui-ci, un certain nombre de festivals. Je le signale d'autant plus qu'à la fois Grand Poitiers et la région nous laissent une totale liberté éditoriale. Et de nos jours, quand j'en discute avec des collègues, je peux vous dire à quel point c'est précieux. Il n'y a aucune ingérence sur l'éditorialisation et ça devient de plus en plus rare et pas qu'aux États-Unis. Voilà, tu l'as fait, tu as félicité et remercié les coordinatrices. Je te remercie aussi, Johan, pour ton travail. Je remercie aussi les intervenantes, même si elles ne sont pas toutes là, celles de la journée. Tu l'as dit, c'est pluridisciplinaire, sociologie, histoire, sciences de l'information et de la communication. C'est un regard au-delà des frontières, avec des discussions autour de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Je vous renvoie à l'exposition dans la cafette, The Donald's World, qui aborde de manière décalée ces sujets de combat contre la science au niveau des États-Unis. Et puis, c'est un regard aussi sur le milieu rural. Alors, il se trouve que j'ai lu un bouquin qui est celui de Yael Amselen Mingui en milieu rural. L'un des terrains d'études, c'est en Deux-Sèvres. Et ça m'a beaucoup marqué sur l'assignation à résidence. Je le savais, je travaillais dans les Deux-Sèvres, mais quand même, c'est illustré de manière très, très précise. Assignation à résidence, par exemple, ça, je ne savais pas, ce sont les garçons qui voient financer leur permis de conduire d'abord, avant les filles. Ce sont les garçons qui ont des mobylettes. Pourquoi ? Parce que les mobylettes, c'est dangereux pour les filles. Voilà, donc assignation à résidence, lieu de vie, lieu de travail sur certains métiers. C'est pour ça qu'on a un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Et on attache beaucoup d'importance à ce que les femmes soient aussi ingénieurs et soient dans les sciences fondamentales et appliquées dures. Et on sait à quel point le numérique génère des biais de genre dans les programmations. Et puis, assignation à résidence dans les conditions familiales. Voilà, juste pour vous dire qu'on est une association, je le disais. Alors, nos enjeux, j'ai plaisir à le rappeler, c'est l'esprit critique. C'est rappeler ce que c'est la démarche scientifique, ce qui permet de développer des débats rationnels. On a quand même tout entendu et n'importe quoi sur le Covid et les vaccins. Donc, débats rationnels qui sont fondés sur des faits éprouvés et pas des idéologies, et c'est important. Et émancipation, parce que les sciences et la culture, ça émancipe chacun et chacune. Et donc, vous êtes bien placé pour connaître la fragilité du tissu associatif. Et donc, je peux que vous dire qu'on a besoin de vous en tant qu'individu, besoin de chacune et de chacun, avec la possibilité de vous engager très concrètement pour la modique somme de 15 € à travers une adhésion. Parce que adhérer, c'est en fait, et adhérer à plusieurs associations, c'est affirmer son engagement, mais je dirais aussi son identité plurielle, parce qu'on est assigné ni à un genre, ni à une culture, ni à un lieu de vie, etc. Donc engagez-vous, si vous le souhaitez, par cette voie très concrète. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. Je passe la parole à Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour mon retard. Alors, moi, je suis particulièrement heureuse de représenter la région aujourd'hui, et notamment en qualité de ma délégation à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences. Mais au-delà de mon titre,
je tenais à vous dire que je suis ici pour affirmer que le corps, c'est un champ de bataille politique et que notre silence, c'est l'arme de nos adversaires. Je salue le courage de l'Espace Mendès France et son travail habituel et connu et reconnu. De l'Université de Poitiers également et de tous les partenaires qui animent les Menstrueuses. Ce festival n'est pas une simple rencontre culturelle, c'est un acte de réappropriation. Et il transforme ce qui a rendu monstrueux par le tabou en un sujet de savoir, de droit et d'égalité. Nous nous retrouvons pour une journée essentielle, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ce n'est pas un thème parmi d'autres, c'est le cœur de notre combat contre les inégalités et les violences. Pendant trop longtemps, l'invisibilisation des corps féminins et minorisés a été une violence en soi. Elle se manifeste dans la précarité menstruelle, un enjeu de dignité et d'accès aux droits. C'est pourquoi la région s'engage concrètement. À travers notre appel à projet précarité menstruelle, nous avons soutenu 44 structures pour un montant de plus de 200 000 €, car la région est aux côtés de ceux qui transforment la vie quotidienne. Et je rajouterai que nous avons également mis en place le congé menstruel qui, comme un petit peu partout là où ça a été instauré, vient d'être retoqué, mais nous ne désespérons pas de pouvoir trouver le biais pour pouvoir le remettre en place. Elle se manifeste dans le déni de la douleur, l'invisibilisation des maladies chroniques et les violences médicales et obstétricales. Ce festival et les luttes qu'il met en lumière, tout comme celle pour la justice reproductive, nous rappellent que nous devons être crus quand nous parlons de notre corps. Les VARS peut être une réponse militante, ce peut être un outil pour désamorcer les violences en enseignant la culture du consentement. On a fait un pas en avant, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut aussi qu'il rentre dans les esprits. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles que je porte à la région commence par l'éducation au respect et à l'inclusion dès l'adolescence. Il faut aussi garantir l'autonomie corporelle en donnant les clés de compréhension de son propre cycle. Affirmer que les droits des femmes et des minorités de genre sont indissociables. Le plan régional, réaliser l'égalité, est notre engagement institutionnel fort. Mais l'égalité ne se décrète pas, elle s'arrache. Elle se construit ici, aujourd'hui, avec la participation des chercheurs, des artistes et de chacun des 1300 participants attendus à cette édition. Notre rôle à la région est de soutenir cette convergence des savoirs scientifiques, des approches culturelles et de l'action citoyenne, telle que vient de le dire Marianne. Alors je vous lance un appel à vous toutes et tous qui êtes ici. Au long de cette journée, ne nous contentons pas d'écouter. Exigeons, échangeons et sortons d'ici plus armés pour que le corps ne soit plus jamais un lieu de honte, mais une source de puissance. Je déclare ouverte cette journée, puisque c'était l'objectif de ma venue. Et en tout cas, excellente rencontre à vous toutes et tous. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour cette journée d'études. Alors, l'année dernière, on avait parlé des menstruations au travail. L'année précédente, pour la journée d'études, on avait parlé des essentialismes. L'année précédente, des hormones, puis avant de la réappropriation de son corps. Et la première année des menstrueuses, la journée d'études, c'était sur les mots et les images des menstruations. En fait, aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir pour cette 5e journée d'études du festival Les Menstrueuses. Et en fait, si je rappelle les thématiques des années précédentes, c'est que je crois que lorsqu'on a créé le festival toutes les trois, on n'avait pas l'idée qu'on serait encore là, en fait, 5 ans après. Et ça nous réjouit vraiment que ce festival ait connu ce succès-là. Mais surtout, et ça c'est la partie qui est un peu plus triste, c'est que je pense qu'il y a 5 ans, on n'imaginait pas en réalité que le contexte politique global, ça serait celui qu'on connaît aujourd'hui.
Donc, compte tenu de l'actualité et de ce contexte, en fait, le sujet de cette journée d'études d'aujourd'hui, le sujet s'est un peu imposé de lui-même. Ce contexte, quel est-il? Eh ben, on le connaît à la fois du plus global au plus local. Il est préoccupant pour les femmes et les minorités de genre. Par exemple, les féminicides sont toujours aussi nombreux, voire même augmentent, puisqu'en 2024, il y a eu une augmentation de 11% des féminicides. Et je profite du fait de parler des féminicides pour dire qu'on a ici une pensée toute particulière pour Inès Messelem et ses proches. Toujours sur ce contexte, eh bien, il y a eu alors je mets des guillemets, c'est pas moi, ce ne sont pas mes mots, mais des plans de bataille culturelle ultra-conservateurs qui visent à avoir, là aussi je mets des guillemets, plus de bébés de souche européenne. L'administration Trump, on le sait, a censuré des mots ou des expressions des publications comme assigner femme ou homme à la naissance, identité de genre ou encore égalité des soins. Et cette même administration détruit des stocks de contraceptifs qui étaient destinés aux pays du Sud. Donc on a tous en tête en fait des exemples comme ça qui nous font froid dans le dos. L'idée pour aujourd'hui, évidemment, c'est pas qu'on vienne ici et qu'on se fasse peur hein, tous ensemble. C'est au contraire que grâce aux spécialistes qui ont accepté de venir avec nous et de partager cette journée avec nous, de nous faire part de leurs recherches, on puisse prendre le recul nécessaire et qu'on trouve tous et toutes quelques-uns des leviers qui seraient possibles à activer ou qui sont déjà en fait en train d'être mis en place. Et c'est comme ça qu'on a pensé les deux parties de cette journée que Marion va vous présenter plus précisément. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, comme l'a dit Stéphanie, aujourd'hui, on va s'intéresser malheureusement au recul des droits. Ce n'est pas la première fois que les menstrueuses s'inquiètent de cette question et font une journée d'études sur cette question. Il y a 2 ans, on parlait des droits des personnes trans, on parlait des mouvements anti-trans et des reculs des droits pour les minorités de genre. On peut voir finalement une continuité aujourd'hui dans les présentations qu'on va vous proposer. Où on va s'intéresser le matin à une approche finalement comparative entre ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Europe, sur le recul des droits des femmes, sur le recul du droit à disposer de son corps, sur le recul et les attaques qui sont faites envers les sciences. On va parler notamment des mouvements antiféministes, des mouvements anti-avortement, et on va essayer de s'interroger justement sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis et aux échos qu'on peut y voir aussi en Europe. On partira ensuite l'après-midi sur le sujet de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Cette fois plutôt sur le mode de la table ronde où on partira des expériences des unes et des autres. Alors ne vous inquiétez pas, on vous présentera bien évidemment l'intégralité des intervenants et des intervenantes de la journée au fur et à mesure. Donc vous l'aurez compris, c'est une journée de médiation scientifique, c'est une journée d'échange scientifique, mais on va aborder des sujets lourds, parfois un peu déprimants ou inquiétants, mais bien évidemment l'enjeu c'est qu'on soit aussi ici toutes et tous pour échanger, pour partager, pour soutenir, et bien évidemment on parlera aussi des résistances et des marges de manœuvre qu'on a toutes et tous aujourd'hui. Merci. Alors, on va commencer avec ce matin. D'abord 2 interventions, et puis on fera une très courte pause où on vous expliquera au fur et à mesure. 2 interventions. La première, ça sera la communication de Claire Sorin-Delpech, qui est maîtresse de conférence en histoire et civilisation des États-Unis à l'université d'Aix-Marseille. Et Claire va nous faire part des résultats d'un projet de recherche qu'elle coordonne sur les femmes antiféministes aux États-Unis. Ah, c'est bon. Très bien. Merci beaucoup, Stéphanie. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie les organisatrices et organisateurs de m'avoir invitée pour vous parler des femmes antiféministes, et j'espère que le contenu de cette présentation ne va pas vous faire peur puisqu'il met l'accent sur donc le rôle des femmes dans le recul des droits.
Donc aux États-Unis comme ailleurs, les féminismes ont rencontré des critiques et des résistances, et l'histoire démontre que chaque vague de féminisme suscite des réactions qui visent à la décrédibiliser, la diaboliser, voire l'éradiquer. La métaphore de la vague a longtemps été utilisée pour décrire l'histoire du féminisme, et je l'emploierai ici, mais j'en montrerai aussi les limites. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire des États-Unis, je vais brièvement récapituler les grandes phases du féminisme. Donc, on nomme généralement première vague le mouvement pour les droits des femmes qui s'est constitué au XIXe siècle et a abouti au droit de vote des femmes en 1920. Donc, en 1920, en théorie, après 1920, en théorie, toutes les Américaines peuvent voter. Sauf que dans les faits, ce n'est pas vrai, puisque un certain nombre de femmes, notamment les Afro-américaines issues des États du Sud ségrégés, n'ont pas accès au suffrage. Pour celles-là, ce n'est pas 1920, la fin de la première vague, c'est 1965, c'est-à-dire l'année du passage du Voting Rights Act. On voit donc dans ce cas que la métaphore de la vague doit être modulée, puisqu'elle... Et pour ce qui concerne, la métaphore de la vague doit être modulée puisqu'elle ne concerne que les femmes blanches. Et pour ce qui concerne la deuxième vague, elle concerne les mouvements qui agitent les années, disons des années 1960 à 1980. Et ici encore, il faut moduler cette métaphore de la vague, puisque la vague donne une vision un petit peu uniforme du mouvement dans un temps donné. Alors qu'en réalité, chaque vague de féminisme est traversée par une diversité d'approches et de mouvements. Juste un exemple, dans les années 1970, le mouvement féministe est divisé entre une branche libérale incarnée par une femme comme Betty Friedan et une branche radicale incarnée par le Women's Lib Movement, the Women's Liberation Movement. La fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle sont associés à une troisième vague qui découle et se démarque de la précédente et est assez difficile à définir parce qu'elle est assez protéiforme. Les féministes de cette époque s'emparent de leur sexualité comme d'un moyen d'affirmer leur pouvoir, se réapproprient les codes de la féminité, s'inscrivent dans une approche intersectionnelle et se mobilisent contre les différentes formes d'exploitation du sexe féminin. Depuis les années 2010, et j'en aurai fini avec les vagues, bien que certains évoquent une cinquième vague, mais enfin, depuis les années 2010, et notamment dans le sillage du mouvement MeToo, certains observateurs évoquent une quatrième vague qui se déploie essentiellement sur le web et se concentre sur les questions de harcèlement au travail et du harcèlement sexuel. Donc, ce qui est important de comprendre, je pense, dans un premier temps, c'est que chaque moment du féminisme déclenche des réactions et des résistances que l'on ne peut analyser qu'en contexte. Et la deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'antiféminisme, donc, non seulement doit se décliner au pluriel, mais il faut aussi comprendre qu'il a bien des visages et qu'il serait faux de penser que les hommes sexistes, misogynes et conservateurs en constituent l'aspect essentiel. En fait, de nombreuses femmes se sont toujours élevées contre ce mouvement censé pourtant les défendre et les libérer, et il est fascinant de chercher à comprendre pourquoi. En ce qui me concerne, plus j'étudie la question, et plus j'ai tendance à penser que les femmes représentent sans doute le plus grand obstacle au féminisme. C'était vrai hier et c'est vrai encore aujourd'hui. Donc je vous propose aujourd'hui d'explorer ces antiféminismes de femmes en les resituant dans chaque grande période historique. Nous verrons qu'il y a des fils rouges, des chaînes rhétoriques qui se répètent d'un siècle à l'autre, mais qu'il y a aussi peut-être des arguments un petit peu plus nouveaux qui s'adaptent au contexte contemporain. Donc en ce qui concerne la première vague, donc ce mouvement pour les droits des femmes, donc ça je vais passer ça parce que je ne vais pas en parler. Donc la première vague du féminisme, on ne parle pas encore de féminisme à l'époque, on parle de mouvement pour les droits des femmes. Ce mouvement, il est indissociable, premièrement, de l'implication des femmes dans des réformes sociales du XIXe siècle, notamment la lutte contre l'esclavage, l'abolitionnisme, et il est aussi indissociable du statut légal attribué aux femmes mariées. On parle de mort civile parce que, en fait, il faut bien comprendre qu'une femme, quand elle se marie à l'époque, endosse le statut légal d'une mineure.
Elle ne peut plus contrôler son propre salaire, c'est son mari qui le contrôle. Elle ne peut plus signer en son nom propre des contrats. Elle ne peut pas accéder à la propriété en son nom propre. C'est une mineure. Elle est complètement recouverte par l'identité civile de son mari. Et donc, ce sont ces choses-là qui vont motiver le mouvement pour les droits des femmes au XIXe siècle. Et il faut bien voir qu'en fait, à cette époque, donc, ce mouvement se constitue pour lutter donc contre la mort civile des femmes mariées, pour lutter aussi contre l'assignation des femmes à la sphère domestique, puisque les femmes sont totalement identifiées à la sphère domestique et n'ont pas le droit d'en sortir. Bien sûr, les femmes les plus pauvres vont travailler dans les usines, dans les manufactures, mais les femmes des classes moyennes sont censées rester chez elles. Et elles sont vivement critiquées quand elles ne le font pas. Et les femmes également au XIXe siècle n'ont pas accès à l'université, elles ne peuvent pas devenir médecins, juges, avocats, et elles n'ont pas non plus accès au ministère. Donc ce sont toutes ces choses qui motivent la formation du mouvement. Et pourtant, ce mouvement, dès le XIXe siècle, rencontre les critiques de nombreuses femmes. Pourquoi ? Il peut s'agir d'indifférences émanant de femmes qui ne ressentent pas les contraintes du système dans lequel elles vivent, peut-être en vertu de leur foi religieuse, que beaucoup manifestent. Il s'agit aussi de peur ressentie face à un mouvement qui est perçu comme voulant apporter un chaos social, puisqu'il veut renverser l'ordre naturel des sexes, ce que l'on appelle un ordre naturel des sexes. Et dès les années 1840, en fait, on a un débat très très précoce, puisque le mouvement lui-même est à peine constitué. On a un débat publié dans un journal qui oppose un homme féministe à une femme anti-féministe, anti-suffragiste. On a John Neal d'un côté qui publie un article défendant le droit de vote des femmes et au nom des valeurs républicaines qui ont fondé les États-Unis. Et il expose dans un article détaillé tous les arguments qui assimilent l'homme à un tyran et la femme à un esclave. Et c'est une femme, Eliza Farnham, qui lui répond que les femmes n'ont nul besoin du droit de vote puisqu'elles ne sont pas naturellement constituées pour faire de la politique. Et l'argumentaire de Farnham s'ancre profondément dans ce qu'on appelle la théorie des sphères séparées, c'est-à-dire cette idée que chaque sexe occupe une sphère différente et complémentaire, et que de cette complémentaire différence dépend l'équilibre et l'harmonie de la société. On a une immense majorité des femmes, en vérité, qui adhéraient à cette vision, qui conférait à l'homme le pouvoir politique et réservait à la femme une influence morale et religieuse. Et c'est cette adhésion à cette vision vraiment qui est le terreau d'une forte résistance au mouvement pour les droits des femmes. Donc Farnham, dans son article, explique non seulement que les femmes ne sont pas constituées pour faire de la politique, elle renverse l'argument en disant qu'en fait, ce sont les hommes qui sont les esclaves des femmes. Et nous verrons que cet élan de solidarité vis-à-vis du sexe masculin est encore perceptible aujourd'hui. Donc, très vite, pour parler encore d'une résistance au féminisme, voire d'un antiféminisme des femmes à la fin du 19e et au début du 20e, au moment où la campagne pour le suffrage devient plus visible, on a une association, National Association Opposed to Women's Suffrage, qui se forme, une association nationale qui se forme en 1911, qui freine les campagnes suffragistes et la ratification de l'amendement qui donne le droit de vote aux femmes en 1920. Cette association, elle est dirigée par une femme de la classe supérieure qui s'appelle Josephine Dodge. Et cette association, elle est également essentiellement composée de femmes blanches. Elle est composée de femmes blanches issues des milieux aisés. Et l'association est active donc au niveau fédéral comme au niveau des États. Et elle agite le spectre. Quels sont ses arguments ? Eh bien, elle dit que le vote n'est désiré que par une minorité de femmes, que la majorité des femmes ne veut pas le vote, que, je vois mal ici, mais que le monde corrompu de la politique risque de contaminer la pureté féminine et que cela donc serait extrêmement dangereux pour la société, que le vote implique des obligations comme le service militaire et que les femmes ne veulent pas ça. Et enfin, je trouve que cette citation est tout à fait extraordinaire. Elle affirme qu'il s'agirait d'un recul pour la civilisation. Je cite, « un pas en arrière dans la marche du progrès de la civilisation, puisque le vote cherche à effacer les différences naturelles entre les sexes
et à imposer les mêmes conditions de travail à tous. Voilà. Alors, il serait faux de penser que ces femmes sont en fait des femmes au foyer traditionnelles qui sont téléguidées par leurs homologues masculins. Pas du tout. Ces femmes sont en fait engagées souvent dans de nombreuses causes sociales, dans le domaine de l'éducation et de la charité, et il a été montré que ce mouvement antiféministe, elles y adhéraient essentiellement pour chercher à protéger leurs propres privilèges au sein de ces réformes. Passons maintenant à la deuxième vague de féminisme. Donc dans les années 70, bien sûr le contexte est différent, mais on trouve chez les femmes antiféministes le même argumentaire combinant religion, patriotisme, biologie et peur sociale. Dans le contexte donc de la deuxième vague, à l'heure où les féministes radicales notamment attaquent frontalement le système patriarcal et cherchent à faire passer un amendement qui s'appelle l'Equal Rights Amendment, un amendement qui inscrirait l'égalité des sexes dans la Constitution, à ce moment-là, les voix féminines de l'antiféminisme se font énormément entendre. La plus connue est sans doute Phyllis Schlafly, qui a mené une véritable croisade contre l'ERA, donc l'Equal Rights Amendment. Schlafly, ça n'est pas une femme au foyer ordinaire, c'est une mère de famille nombreuse, mais ça n'est pas une femme ordinaire. Elle est diplômée en sciences politiques de Harvard University et elle dit qu'elle est déterminée à sauver les Américaines de la catastrophe qu'engendrerait cet amendement. Cet amendement, il a été voté par le Congrès en 1972. C'est une avancée féministe énorme, mais ça a déclenché cette campagne puissante qui s'appelle Stop ERA, menée donc par Phyllis Schlafly, une organisatrice très habile, qui répète à l'envi que si l'ERA passe, les femmes devront aller se battre en cas de guerre. Cela privera les mères du soutien exigible de leur époux et cela abolira la différence entre les sexes. Schlafly, elle a été infiniment puissante puisqu'elle a en partie empêché la ratification de cet amendement qui, à ce jour, n'a pas été ratifié. Donc l'ERA a été voté par le Congrès en 1972. À ce jour, il n'est pas ratifié. Et c'est intéressant de voir que ce sont encore un argument, enfin, Schlafly n'arrête pas de dire que les femmes américaines sont déjà privilégiées, comme le faisait déjà Eliza Farnham au XIXe siècle. Et d'ailleurs, le stop dans Stop ERA, stop, ça veut dire stop taking our privileges, arrêtez de prendre nos privilèges. Donc, par manque de temps, il y a beaucoup de choses à dire sur les années 1980, mais je n'en ai pas le temps, je ne veux même pas savoir l'heure qu'il est parce que je dois déjà être un petit peu en retard. Mais je vais vous parler de l'antiféminisme aujourd'hui. En tout cas, en présenter quelques visages. Qui sont ces femmes aujourd'hui qui sont contre le féminisme? Alors, on peut les retrouver globalement parmi les conservatrices, bien sûr, conservatrices morales et ou économiques, qui présentent le féminisme comme un mouvement dépassé, puisque, selon elles, l'égalité des sexes régnerait déjà désormais et que ça n'est plus nécessaire de se battre. Je pense que l'actualité leur donne tort, mais je ne sais pas si elles en prennent conscience. En tout cas, aujourd'hui, je n'aurai le temps de parler que du mouvement des tradwives, dont vous avez peut-être entendu parler, et des femmes proches des masculinistes, les femmes proches de la manosphère. Donc, en ce qui concerne les tradwives, donc, c'est un mouvement récent qui a émergé dans les années 2010, qui se déploie sur les réseaux sociaux essentiellement, et qui met en scène de jeunes femmes heureuses de travailler au foyer, et souvent, mais pas toujours, vêtues à la mode des années 1950. Leur message revendique prioritairement leur droit de rester au foyer, d'être soumises à leur mari et de remplir les rôles traditionnels des femmes. Leur discours sur le féminisme est évidemment assez négatif puisqu'elles présentent le mouvement comme voulant détourner les femmes de leur mission domestique et de leur instinct maternel. Elles reprochent aussi aux féministes d'être méprisantes à leur égard et d'avoir fourvoyé les femmes en leur faisant croire qu'on pouvait tout faire, c'est-à-dire concilier carrière et maternité. Alors on a des stars dans cette mouvance, je vais vous en présenter rapidement quelques-unes. On a Hannah Neilman qui est une mormone fortunée, ancienne danseuse et Miss America, qui vit dans un immense ranch en Utah avec son mari et ses 8 enfants et se met en scène de façon permanente dans des vidéos occupées aux tâches de la ferme. Elle est extrêmement populaire avec des millions d'abonnés sur ses comptes. On a également
Nara Smith, qui est également une mormone avec 12 millions d'abonnés sur TikTok, qui présente un modèle esthétique et familial très très enviable et très regardé. Et enfin, la troisième star, c'est Esty Williams, qui elle est vêtue à la mode des années 1950. C'est un clone de Marilyn Monroe. Elle a moins d'abonnés, mais elle est présente sur les médias mainstream. Et ces femmes, en fait, ne véhiculent pas prioritairement un message antiféministe, mais le style de vie même qu'elles revendiquent, avec soumission assumée au mari et dépendance financière, évidemment, propose à la génération Z un modèle alternatif, rassurant et stable, qui, en fait, ne peut pas être appliqué par toutes les femmes, puisque, bien sûr, ce qui n'est pas dit, c'est que seule une minorité privilégiée peut adopter ce mode de vie, et les efforts des mouvements féministes et leur mode de vie contredit aussi les efforts des mouvements féministes pour faire une place aux femmes dans le monde du travail. Donc, on voit qu'elles s'adressent énormément à un public féminin qui envie leur mode de vie, et elles sont extrêmement bien mises en scène. Il y a clairement une dimension esthétique dans ce mouvement, mais aussi une dimension marchande qui crée un paradoxe. Puisque on voit par exemple que Esty Williams, quand vous voyez ses posts, elle dit qu'elle ne va pas à la gym toute seule et qu'elle n'a pas d'amis hommes pour ne pas rendre son mari jaloux, par respect pour son mari. Mais en même temps, quand on la voit dans ses posts, en train d'étaler sa pâte pour faire des gâteaux, elle est extrêmement sexualisée. On voit une partie de sa poitrine. Elle est érotique, en fait. Et donc, il y a clairement ce paradoxe. Et quand on regarde Smith et Neilman, on voit qu'elles génèrent énormément d'argent parce que ce sont des influenceuses très puissantes. Et cela, bien sûr, contredit le message de « je suis femme au foyer à 100%, dépendante de mon mari ». C'est faux, à 100%, ça n'est pas vrai. Alors, en ce qui concerne les femmes proches de la manosphère, ce sont celles qui adoptent ouvertement les discours des masculinistes. Vous savez, ces hommes qui expliquent que la société est gouvernée par des féministes hystériques et que leurs droits sont violés. Eh bien, ces femmes, elles n'adhèrent pas forcément au mouvement Tradwife, mais elles répondent volontiers des idées misogynes, et elles pensent que la société est dominée par des féministes radicales qui cherchent à nuire aux hommes. Donc, elles cherchent à rétablir l'égalité entre les sexes. Alors, on a plusieurs groupes. On a, par exemple, le groupe des Honey Badger, dont je n'ai pas le temps de parler. Je vais parler un tout petit peu des Red Pill Women. Les Red Pill Women, c'est un forum important dans le cyberpaysage de l'antiféminisme au féminin, explicitement associé au masculinisme, puisque les Red Pill Women, c'est l'équivalent féminin du Red Pill. Les Red Pill, c'est donc un forum masculiniste. Elles s'affichent comme des femmes lucides qui ne veulent pas être sauvées par le féminisme, et elles promeuvent l'antiféminisme à travers une logique post-féministe, c'est-à-dire l'idée que le féminisme n'est plus utile puisque les femmes ont aujourd'hui tous les droits nécessaires. Elles attaquent en particulier le féminisme moderne et elles parlent du choix. Alors ça, c'est très intéressant, cette notion de choix, parce qu'elles disent que le féminisme réel devrait toujours soutenir le choix des femmes, même si ce choix consiste à embrasser une vie domestique. Mais ça, je pense que ça ne pose pas de problème parmi les féministes. Ce qui pose problème, c'est quand même la soumission revendiquée au mari. Alors, il y aurait beaucoup de choses intéressantes. Je pense que ce serait intéressant de discuter de cette notion de choice, parce qu'il y a eu du choice feminism. Dans la troisième vague, des femmes défendaient l'idée du choix, des femmes féministes, tant que ce choix était consciemment assumé avec une conscience féministe. Il est récupéré par ces antiféministes, sauf, on le verra en fait, pour l'idée de l'avortement, puisque là, il n'y a pas de choix possible, visiblement. Mais elles oublient aussi de dire que le choix, en fait, n'est pas donné à tous, il est essentiellement donné à des femmes blanches, aisées, hétérosexuelles. Alors, je pense que je ne vais pas trop avoir le temps de terminer. Juste pour dire, quand même, parler très rapidement de la thèse de Dworkin. Les femmes... parce qu'évidemment, on peut se demander pourquoi ces femmes sont antiféministes. Andrea Dworkin, c'est une féministe des années 80 qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les femmes de droite ». Elle explique que les femmes sont conservatrices et antiféministes pour se protéger de la violence masculine et conserver leurs privilèges. En fait, ce serait un calcul, une stratégie. Moi, quand j'ai lu ce bouquin de Dworkin, je n'étais pas tout à fait convaincue. Mais en travaillant sur les Red Pill Women, en fait, j'ai compris qu'elle avait certainement raison, notamment sur la notion de soumission. Alors, je vous laisse lire cette longue citation. C'est la citation d'une femme Red Pill
qui explique la stratégie de la soumission. Elle dit dans notre forum, nous allons enseigner aux femmes la stratégie de la soumission. C'est la seule façon d'établir des relations non dangereuses avec le sexe fort. Voilà. Donc j'ai pas le temps de développer. J'ai pas le temps non plus de développer un autre site qui s'appelle womenagainstfeminism.com, donc Femmes contre le féminisme, qui était assez actif dans les années 2010, où on voit des femmes qui affichent leurs propos. I don't need feminism, je n'ai pas besoin du féminisme parce que mon copain me traite bien, parce que je suis pour l'égalité, parce que je veux être traitée comme une lady par, par des gentlemen, ou parce que... alors là, j'ai pas le truc, mais bon. Enfin bon, bref, je n'ai pas trop le temps de développer de toute façon, mais c'est un site, vous pouvez aller voir sur womenagainstfeminism.com. Et je voudrais quand même dire un petit mot de Hannah Pearl Davis, qui est une femme active sur les réseaux en ce moment, une jeune femme, qui est considérée comme l'équivalent masculiniste de Andrew Tate. Andrew Tate, c'est quand même un masculiniste violent, accusé de viol. Hein. Elle est, dit-elle, contre le droit de vote des femmes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça menace la cohésion de la famille, il y a des responsabilités associées qui sont pénibles, et l'égalité des sexes n'existe pas en vérité. Donc, en fait, Hannah Pearl Davis reprend mot pour mot les arguments du 19e siècle. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une énorme chaîne de répétitions rhétoriques, pas tellement d'arguments nouveaux. Les arguments nouveaux, on peut peut-être les trouver quand ils sont liés au discours masculiniste et au discours anti-avortement aussi, qui sont présentés parfois comme pro-femmes. On a des associations. On a des associations anti-avortement qui prennent le nom de féministes, comme par exemple de Susan B. Anthony List, qui est une féministe du 19e siècle. Voilà. J'en ai fini. Désolée si j'étais un petit peu longue et j'ai quand même tendu le micro à Chris Anne qui va nous parler du recul des droits pour l'avortement. Oui. Merci. Stratégie des militants et militantes pro et anti-avortement. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous, de parler de la situation aux États-Unis. Et je vais commencer d'abord par le contexte vraiment différent aux États-Unis, comment on encadre les débats autour de l'avortement, qui est pas du tout les mêmes références qu'on a ici en France. Puis, je vais vous montrer quelques stratégies de militants anti-avortement et pro-avortement et comment ils essaient d'avancer leur projet, leur plan et surtout leur morale au niveau sociétal, mais aussi au niveau des États. Et puis, je vais finir sur cette question de le retour de la décision à l'accès à l'avortement aux États, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le droit à l'avortement n'est pas protégé au niveau national, qui est aussi un cas très différent qu'en France, qui est un pays très centralisé, alors que les États-Unis, c'est un État où chaque État peut faire un peu ce qu'il veut si ça aligne avec les lois nationales. Et donc, l'idée derrière cette présentation, c'est pour vous montrer la complexité du débat aux États-Unis, mais aussi que c'est un débat très, très polarisé, qui a des effets politiques, mais aussi moraux aux États-Unis. Et ces mêmes acteurs, même si on dit ils sont loin et le contexte est différent, ils sont très bien financés et ils essaient d'exporter leur façon d'encadrer l'avortement ailleurs dans le monde. Donc, je vais faire le grand effort de ne pas lire mes notes. Et donc, si je fais des bêtises, pardonnez-moi. C'est comme ça, je suis plus fluide et facile à comprendre si je ne suis pas comme ça dans mes notes. Donc, d'abord, je voudrais présenter le cadre juridique de Roe v. Wade, qui était une décision de la Cour suprême en 1973. Et je ne voudrais pas vous donner l'impression que je dénigre cette décision,
mais cet arrêt avait énormément de problèmes quand il a été issu. Par exemple, une bonne chose, c'était une dépénalisation de l'avortement. Et quand ça se passe au niveau juridique à la Cour suprême, ça veut dire que le droit à l'avortement est protégé au niveau national, ce qui était une vraie réussite pour les revendications féministes dans les années 70. Mais les termes utilisés en France, comme l'IVG, quelque chose qui est protégé maintenant dans la Constitution française, n'est pas vraiment un terme qu'on utilise aux États-Unis. Et je vais vous montrer pourquoi il y a tellement de confusion entre ce qu'on appelle le IVG en France et l'IMG. Et cette confusion était faite d'une manière expresse par les militants anti-avortement pour donner l'impression que tout avortement était immoral. Donc, le cadre juridique initial Roe v. Wade a mis en place un cadre des trimestres. Et ce cadre était basé sur la viabilité fœtale. Et en 1973, ça allait dire qu'un fœtus était viable à partir de 24 ou 28 semaines. Et avant ce moment, l'État ne pouvait pas interdire ou proscrire l'avortement. Et donc, à ce moment-là, la Cour suprême, le suprême a défini les intérêts différents entre la personne enceinte et l'État, en disant qu'il y a un moment où l'État est impliqué dans la vie possible du fœtus. Et c'est à ce moment-là où l'État peut intervenir et interdire l'avortement. Parce que la viabilité n'est pas du tout possible dans le premier trimestre. Le premier trimestre était un cadre intouchable par les États. On ne pouvait pas proscrire, interdire, empêcher l'avortement avant le 12e trimestre. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas nécessairement l'interdire, mais on pouvait ajouter des petits obstacles. Ça veut dire forcer les personnes enceintes de regarder, écouter une échographie avec le rythme cardiaque, de donner des informations souvent fausses, le fœtus allait souffrir au moment de l'avortement, etc. Et puis, c'était seulement à partir du 3e trimestre où l'État pouvait interdire l'avortement. Et donc, selon l'État, ça dépendait, mais le minimum était 24 semaines d'aménorrhée. La raison pour laquelle comprendre la différence entre l'IVG et l'IMG est tellement important quand on regarde les États-Unis, c'est parce qu'aujourd'hui, 12 États interdisent complètement l'avortement. Il y a bien sûr des exceptions. Quand la vie de la personne enceinte est menacée par la continuation de la grossesse, de temps en temps, quand il y a des anormalités fœtales, et dans certains États, quand la personne est victime d'un viol ou de l'inceste. Mais toutes ces exceptions ne sont pas toujours opérantes au niveau de l'État. Par exemple, beaucoup de ces États ont perdu leurs médecins qui exercent ce genre de soins. Il y a plein d'institutions qui étaient habilitées de fournir ces soins qui ne font plus. Et dans le cas de viol ou de l'inceste, dans certains de ces États, il faut avoir un mandat judiciaire qui vient de la police, que c'était un viol qui était signalé vers la police. Et donc, ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à avoir, pour donner accès aux personnes enceintes d'avoir des avortements. Et donc, dans ce cadre de comprendre la différence entre l'IVG et l'IMG,
il faut comprendre que Roe, même si c'était un compromis temporel qui soutenait le droit à l'avortement, ce n'était pas du tout fondé sur l'idée que c'était un choix individuel selon la santé, la situation ou la volonté de la personne enceinte. Et donc, ça est devenu rapidement un enjeu collectif, juridique, politique, voire moral. Et les militants pro- et anti-avortement ont exploité ça. Et donc, comme vous voyez ici, vous voyez les 12 États où aujourd'hui l'avortement est quasiment interdit. Il y a aussi 11 de plus qui sont compris comme hostiles. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'empêchements sur l'accès à l'avortement. Et quand on dit hostile, ça peut être aussi une interdiction à l'avortement à partir de 6 semaines. Un seuil où beaucoup de personnes enceintes ne savent pas et ils sont enceintes. Et donc, le fait que ces restrictions existent dans presque la moitié des États aux États-Unis, ça confond la différence de temps en temps urgente d'une personne enceinte d'avoir accès aux soins médicaux dans une grossesse qui part dans la mauvaise direction. Mais on peut regarder aussi d'autres États qui sont considérés comme restrictifs. Et dans ces États, les interdictions d'avortement sont à partir de 18 semaines. Donc en France, c'est vraiment beaucoup plus tard qu'ici. C'est un mois après le seuil qui existe en France. Mais il faut garder en tête, quand on dit une interdiction, c'est aussi pour les raisons médicales. C'est aussi pour les avortements thérapeutiques. Et donc, dans ces états, sauf si ça menace la vie de la personne enceinte, l'avortement n'est pas accessible pour ces personnes. Et il y a nombreux obstacles aussi dans ces états qui ont l'objectif d'empêcher l'accès à l'avortement. Je vous donne plusieurs exemples de ces obstacles. Il y a une interdiction dans tous ces États que le Medicaid couvre les frais de l'avortement. Aux États-Unis, c'est autour de $500 presque partout et ça peut être plus cher. Le Medicaid, c'est équivalent de la sécurité sociale en France. Mais vous savez que ce n'est pas quelque chose auquel la majorité d'Américains ont accès. Et donc, il y a beaucoup d'Américains qui sont couverts par les mutuelles privées. Et là aussi, dans ces États, ces mutuelles ne couvrent pas l'avortement. Il y a aussi une limitation des structures habilitées à pratiquer les avortements. Ça veut dire que ça ne peut pas être des cliniques, ça doit être des hôpitaux qui peuvent réagir dans des cas très extrêmes d'urgence, qui sont souvent ne pas nécessaires. Il y a aussi des exigences médicales irréalistes. De temps en temps, il faut que les médecins ont accès aux hôpitaux avec les blocs chirurgicaux qui, encore souvent, ne sont pas nécessaires pour l'avortement. Il y a aussi des délais d'attente. Et quand on part dans un État comme la Floride, où on a jusqu'à 6 semaines pour avoir un avortement, un délai d'attente de 24 heures peut changer la donne. Il y a aussi des obligations de consultation multiples. Et donc, pour beaucoup de personnes qui doivent voyager pour avoir des avortements, le prix de ces voyages devient très, très cher. Et pour les mineurs, ça pose vraiment un problème parce que dans beaucoup de ces États, il faut avoir une autorisation des parents et après l'avortement lui-même, il faut notifier les parents et les tuteurs. Donc, il y a souvent 2 étapes pour empêcher les mineurs pour avoir accès à ce soin. Et donc, bien sûr, les militants pro-avortement dénoncent tous ces obstacles
avant la viabilité, parce que l'objectif de ces obstacles est de vraiment remettre en cause le droit fondamental à disposer de son corps comme on veut. Et cette confusion est bien sûr propagée par les militants anti-avortement. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a une longue date. Mais je vais vous montrer un exemple des années 90 et je vais vous montrer un petit clip d'une vidéo de George W. Bush qui a signé une loi qui s'appelait une loi contre l'avortement par naissance partielle. C'est Partial Birth Abortion Ban. Et on voit très bien que George W. Bush, il reprend complètement le discours, la rhétorique des militants anti-avortement. For years, a terrible form of violence has been directed against children who are inches from birth, while the law looked the other way. Today, at last, the American people and our government have confronted the violence and come to the defense of the innocent child. Donc, je vais souligner un peu ce qu'il a dit. D'abord, il n'a pas du tout décrit la procédure qui était interdite dans cette loi. C'était une procédure spécifique, mais il est décrit comme une forme de violence terrible qui a été perpétuée contre des enfants à naître. Il positionne le gouvernement comme indifférent à cette violence avant ce moment. Il donne le rôle héroïque de sauveteur au peuple américain, les militants anti-avortement, et il finit sur la naissance de l'enfant. Et donc le président est en train d'adopter les stratégies de discours de militants anti-avortement. Il n'y a pas de question de droit à la vie fœtale, ce droit est une évidence. Il n'y a pas de question sur les circonstances de cette procédure, elle est inhumaine. Et cet exemple est révélateur de la stratégie réussite des militants anti-avortement, comment ils essaient d'effacer toute différence entre l'IVG et l'IMG dans le débat et convaincre le public que l'avortement est immoral. Parce que j'ai très peu de temps, j'imagine parler plus vite. Je vais juste vous expliquer deux groupes, vous montrer deux groupes qui sont des groupes pro et anti-avortement dans un État dans le nord-ouest qui s'appelle Idaho. C'est où je fais mon terrain de recherche, c'est aussi d'où je viens. Et c'est vraiment pour montrer comment le débat anti-avortement et pro-avortement continue dans un État très conservateur, même si la majorité des personnes qui habitent en Idaho sont contre les lois actuelles qui existent en État, qui sont parmi les plus restrictives aux États-Unis. Donc, je vous montre un groupe où on le voit le plus souvent quand on est sur la route. Ils vendent des plaques d'immatriculation. Vous voyez un exemple ici. Et l'idée derrière ces plaques d'immatriculation, c'est pour financer des centres des centres d'aide pour des femmes enceintes en difficulté. On appelle ça des Crisis Pregnancy Centers. Et tout cet argent est donné à 23 centres en Idaho. Et l'idée derrière ces centres, c'est d'abord de dissuader les personnes enceintes d'avoir recours à l'avortement.
De temps en temps, il fournit des ressources comme les échographies. Il promet des services après la naissance, mais souvent, il y a très peu de suivi après. Et sur leur site, on voit bien d'autres ressources qui sont données aux IDON, comme un numéro de téléphone que les personnes qui ont pris la pilule abortive peuvent appeler au cas où ils veulent inverser les effets, qui n'est pas du tout, c'est une idée extrêmement controversée. Il y a aussi un soutien pour les personnes affectées par l'avortement. Il y a des informations sur les refuges pour les bébés abandonnés. ILO, c'est un état où on peut laisser notre enfant nouveau-né, si on ne le veut pas, dans un refuge sans conséquences. Et bien sûr, il y a plein de ressources sur l'adoption. Et je voudrais vous montrer ça en parallèle avec un groupe qui s'appelle Idaho Abortion Rights Mutual Aid. Et vous voyez dans la photo à gauche, moi j'ai découvert ce petit panier de ressources pour la vie sexuelle dans un café dans le centre-ville à Boise, dans la capitale de l'État. Et on voyait bien, il y a des préservatifs, il y a les contraceptifs d'urgence, il y a des informations à propos de comment trouver la pilule abortive. Et ce groupe fait plus que mettre ces petits paniers partout dans l'État. Ils soutiennent les personnes qui cherchent l'avortement, dans le sens où ils les donnent les informations pour chercher l'avortement, soit les pilules abortives, soit de voyager dans un autre État pour avoir une procédure. Souvent, cette association couvre les frais, les coûts qui sont associés au voyage, aux pilules, et ils fournissent un soutien après l'avortement aussi. Et parce que ce n'est pas seulement une association qui soutient les personnes qui cherchent l'avortement, mais c'est aussi une association qui soutient l'accès aux contraceptifs. Ils accompagnent aussi les personnes aux rendez-vous médicaux pour des soins contraceptifs. Et donc, pour conclure, cette intervention avait l'ambition de vous montrer comment le débat aux États-Unis est extrêmement complexe. Il y a des niveaux différents. Je n'ai pas eu l'occasion de parler dans les États et qu'est-ce qui se passe au niveau législatif, mais c'est un débat extrêmement complexe et on voit très bien que le côté anti-avortement profite d'un discours très moralisateur pour coercer le public américain, même si de plus en plus on voit un soutien, même dans les États conservateurs, pour le droit à l'accès à l'avortement. Voilà. Désolée. Ok, d'accord, ça marche. Donc finalement, on me souffle qu'on ne prend pas de questions tout de suite et on fait une très courte pause, histoire d'aller se dégourdir, etc. Et à la toute fin de la matinée, on prendra l'ensemble des questions si ça vous convient. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toutes les deux.